Bonjour et merci de vous être levé pour assister à la meilleure table ronde de CHAM 2024. Merci Guy, je ne sais pas s'il est là, merci Guy enfin de me proposer une table ronde médicale. Après l'année dernière, l'opération Dragonfly chez Airbus et l'année d'avant, le bioterrorisme, quand j'ai vu qu'il y avait un garagiste sur le programme, je me suis dit il va me le refiler, c'est sûr. Heureusement, Vincent Olivier était là, il a fait superbement bien. Bon, finalement, tu vas dire que je ne suis jamais content, puisque là, je vais être animateur de la table ronde. Et je vais devoir me retenir en tant que cardiologue pratiquant. Je ne vais pas donner mon avis sous peine d'exclusion du congrès. Finalement, je ne vais pas me retenir. Je vais faire mon Laurent Alexandre. Voilà, donc parler de rémunération des professionnels de santé, c'est plonger dans un monde aussi complexe que la composition du nouveau gouvernement. D'un côté, un monde où personne n'est content, à juste titre d'ailleurs. Les médecins qui gèrent, qui sauvent des vies, les professionnels de santé en général, devraient être payés 4 fois plus. Les patients, au moins, les patients voudraient payer moins. Bon, c'est déjà un petit peu le cas en France. Et au milieu, l'assurance maladie, le payeur, qui voudrait payer, financer un peu moins, faire des économies, malgré des traitements toujours plus chers. Non, mais pas que le payeur. Pas que le payeur, quand même. Et une population qui vieillit. Donc on en a déjà mal à la tête. Alors c'est vrai qu'on a parlé de pénurie, on reparle de pénurie de professionnels de santé, de médecins en particulier. Peut-être qu'il y a un rapport avec les honoraires des médecins. On les a beaucoup, ces 10 dernières années, 20 dernières années, décrédibilisés, stigmatisés. On les a sommés de contraintes administratives. Et c'est vrai que ils ont moins envie de s'installer. C'est vrai qu'un médecin s'installait il y a quelques années à 31 ans. Maintenant, le généraliste s'installe à 38 ans, 40 ans. Voilà. Heureusement, il y a des gens de bonne volonté qui cogitent, qui transpirent, qui suent pour proposer des idées et être force de proposition. Et ils sont là sur ce ring aujourd'hui. Alors, juste avant de démarrer, je voulais juste poser la même question à tout le monde. Il faut me répondre par oui ou par non. Jean de Carvadoet. Ensuite, je vais devoir le gérer parce que quand on appuie sur le bouton, il ne s'arrête jamais. Jean, donc, est-ce que les professionnels de santé sont-ils rémunérés à leur juste valeur? Oui ou non? Ça dépend. Ça commence. Je me disais bien. Pardon? Ça commence, c'est oui. Ça dépend. Patrick? Non. 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 Non plus. Marguerite? Attention. Surprise? Non. Ah, génial. Alors, ça commence bien. C'est pour le public, on est d'accord. Alors, Jean, justement, monstre sacré de l'économie de santé. Hein. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Oui, alors, je crois que pour traiter de notre question ce matin, il est important de rappeler deux contextes. Je vais le faire rapidement, le contexte mondial et le contexte français. Alors, le contexte mondial auquel tous les systèmes de santé au monde doivent s'adresser, c'est celui de la pléthore des savoirs et des innovations. Donc, comme vous le savez, il y a 700 000 articles médicaux dans les revues à comité de lecture qui sont publiés chaque année. Vous savez que la déontologie française fait l'hypothèse que les médecins les ont tous lus, ces articles en anglais, mais ça n'a pas beaucoup de conséquences, c'est ridicule. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que ça induit une double division du travail. Donc ça induit une division du travail à l'intérieur du monde médical. On reconnaît aujourd'hui, la faculté de médecine reconnaît 57 spécialités. En fait, il y en a 230 à 240, si on regarde l'American Medical Association. Et il y a également de l'ordre de 200 métiers de la santé, les paramédicaux pour l'essentiel. Donc 200 par 200, ça fait 40 000. Et donc vous voyez que le système du paiement à l'acte ne paye qu'une des cases. Donc une des cases dans cette matrice où il y a beaucoup de cases vides, mais ne paye qu'une des cases. Or, le problème de cette double division du travail, on en a déjà beaucoup parlé hier, on en reparlera aujourd'hui, c'est la coordination de la prise en charge. Alors justement, peut-être que... Attends. Oui. Ouais. J'avais prévenu. Non. Le contexte français, je vais en dire simplement un mot, puis je vais rentrer dans le vif du sujet, pour rebondir à ta remarque, qui est en 1970. En France, il y avait 51,7 millions d'habitants. Il y avait 62 000 médecins.
Il y en a 230 000 aujourd'hui. Il y avait 150 000 infirmières, il y en a 760 000. Donc on voit bien que la question n'est pas celui de la quantité, la question est de savoir comment on s'organise dans ce système, et on s'organise mal. Alors il y a 3 manières de payer les médecins, je vais aller assez vite parce que vous les connaissez. Ces 3 manières, on n'en utilise que 2 et on les utilise mal. Alors la première manière que tout le monde connaît et qui paraît la plus simple, c'est le salariat. Simplement, la manière dont on utilise le salariat en payant tout le monde de la même façon, je parle du statut des PH et je parle du titre 4 de la fonction publique, a toutes les lourdes conséquences dont on parlait hier. Donc, payer un chirurgien comme un biologiste, ça sera... On va en reparler après. Ouais. Le deuxième système, c'est le paiement à l'acte. Alors, le paiement à l'acte suppose 2 choses. Un, qu'on sache définir les actes. Or, c'est par là, et notamment par les nomenclatures, que rentre l'innovation et qu'elle sort. Or, on peut dire que la gestion de la nomenclature collectivement par l'assurance maladie et par l'État est catastrophiquement mauvaise, que ça crée des rentes, ça crée aucun débat. Or, le patron de l'adresse qui a quitté l'État il y a 2 ou 3 ans disait qu'au rythme actuel, on en a pour 200 ans. Bon. Et le troisième système qu'on n'utilise pas en France, c'est celui du paiement au forfait, qu'on appelle aussi la capitation, qui a, à mon avis, beaucoup d'avantages. 1, c'est un système libéral. 2, il est beaucoup plus noble pour moi d'être payé pour prendre une personne en charge pendant une année. Et 3, du point de vue de l'assurance maladie, dans tous les pays au monde où ça marche, ça divise du jour au lendemain, ça s'est passé au Danemark, les prescriptions par 2. Or, vous savez qu'un généraliste, il prescrit 4 fois ses honoraires. Donc, un généraliste, c'est 1 million d'euros de prescriptions. Donc, si on arrive à les réduire, donc la question est de savoir, et je termine là-dessus, comment coordonne-t-on la prise en charge, et les idées qu'on a eues en France, on les a toutes gâchées. Donc, on a gâché l'idée des réseaux de soins, et on gâche l'idée du médecin traitant, qui n'est pas du tout à la capitation. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et je m'arrête là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait offrir... Alors, Jean, je vais t'arrêter parce qu'on parle du constat. On parle du constat, ensuite on va voir les propositions après. Comment ça se passe en Europe? Eh bien, autrement. Comment pratique-t-on la médecine en Europe? Alors, ça dépend beaucoup des pays, mais en gros... Toujours une différence entre le Nord et le Sud? L'ensemble des pays du Nord, c'est un système de forfait annuel et de capitation, avec des maisons médicales qui ont un système économique. Or, en France, nos maisons médicales n'ont pas de système économique. Elles sont subventionnées de briques et de broc, par les actes certes, par les collectivités locales aussi. Donc on manque de modèle économique stable, autonome, qui permet de trouver des unités de coordination et de production de soins qui soient compatibles avec l'évolution de la technique du monde. Parce que comme, je ne l'ai pas dit, mais comme il est évident pour tout le monde, cette évolution des savoirs et la spécialisation, c'est aussi la mort des petits hôpitaux. Donc la question est de savoir par quoi on les remplace. Et on les remplace par des maisons médicales stables dans lesquelles il y a 7, 8, 9 ou 10 généralistes, il y a une vingtaine d'infirmières, il y a des kinés, des pharmaciens, etc. Et ça concerne un territoire, parce que la capitation, elle n'est pas seulement celle des médecins, elle est celle des médecins et de son équipe. C'est-à-dire la capitation, c'est le médecin, les infirmières qui travaillent avec lui, et on est payé pour une équipe et pas seulement pour une personne. Marguerite, est-ce que l'assurance maladie regarde un petit peu ce qui se passe autour et parfois s'en inspire? Bien sûr, et surtout, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, tous autant que nous sommes, c'est un peu l'effet JO, quoi. On se dit on est vraiment nul, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait on n'est pas si nul. Donc le système de santé, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on passe notre vie à dire qu'on vit dans un pays quasiment du tiers-monde, en matière de santé, de protection sociale, qu'on va dans le mur et que tout va mal. Mais quand même, quand on se compare, on se console. Et donc, quand on regarde le NHS aujourd'hui, on se console. Quand on regarde l'Allemagne, il y a eu une très bonne étude de l'IRDES qui est sortie. L'Allemagne, ils ont des capacités hospitalières beaucoup plus importantes que les nôtres. Et donc, pendant le Covid, tout le monde disait « mais regardez, c'est super, en Allemagne, ils ont plein de lits, etc. » Pourquoi est-ce qu'ils ont plein de lits? C'est parce qu'ils n'ont pas opéré leur virage ambulatoire. Et aujourd'hui, vous avez, pour un lit, 2 fois moins de soignants
en Allemagne qu'en France. Donc en fait, vous avez plein de lits, mais des lignes avec pas de soignants autour, et donc des patients qui sont moins bien pris en charge. Et aujourd'hui, les capacités hospitalières en Allemagne, elles sont beaucoup trop importantes, avec des lits complets. Donc en fait, vous avez beau regarder tous les systèmes, il y a eu effectivement des systèmes à la capitalisation, mais qui du coup ont entraîné derrière des systèmes de financiarisation, etc. De capitation et derrière de prise de capital par des financiers. Mon point, et honnêtement, je m'arrête là parce que j'ai d'autres trucs beaucoup plus intéressants à dire, mais c'est qu'il n'y a pas de système de santé parfait, ça n'est pas vrai. Que par ailleurs, le fait de se dire à un moment donné, il faut tout qu'on mette à plat, qu'on renverse tout pour reconstruire quelque chose, c'est un monde des idées, c'est-à-dire que notre système de santé, il est ce qu'il est, et donc il faut partir de ce que sont nos forces aujourd'hui, parce que c'est pas vrai qu'on écrase en permanence pour pouvoir reconstruire. Je pense qu'on l'a trop fait, notamment sur le financement de l'hôpital, où chaque année, il y a une nouvelle réforme de l'hôpital, et honnêtement, c'est extrêmement compliqué, pénible pour les soignants. Hein. Donc, on a la chance d'avoir en France un système libéral qui fonctionne. On a l'avantage d'avoir du public, du privé, qui répondent à des besoins qui sont différents, qui sont complémentaires. On a ces forces-là et il faut qu'on arrive à capitaliser sur ces forces-là. Et honnêtement, notre système libéral en France, on est beaucoup à nous l'envier en Europe, et donc c'est une force, de la même manière que le fait d'avoir aussi la possibilité pour des jeunes médecins qui n'ont pas envie de faire de la tarification à l'acte, etc., la possibilité qu'ils aillent travailler dans des centres de santé ou qu'ils y travaillent, et on va le voir sur des modèles un peu innovants, notamment de capitation, c'est très bien qu'on puisse leur offrir ces différents formats de pratique. Patrick Juste, j'ai envie d'ajouter une chose pour rebondir sur ce que dit Marguerite, c'est qu'il me semble essentiel aujourd'hui que les professionnels puissent choisir le modèle qui leur convient le mieux. Ça, c'est essentiel. Parce qu'il y a des gens qui finalement, des professionnels, moi je suis plutôt à représenter aujourd'hui la profession des infirmiers libéraux, puisque c'est ma profession, mais je suis aussi en soutien avec tous mes collègues inter- et pluriprofessionnels, mais aujourd'hui il y a des professionnels de santé qui sont très bien dans le système à l'acte et d'autres qui s'y retrouvent plus. Enfin, je pense que ça fait tout à fait sens aussi avec tous les sujets qu'on a évoqués hier, du sens au travail. Alors même si on a eu une belle conférence hier soir sur finalement qu'est-ce que ça veut dire le sens, si, aujourd'hui il y a des gens, moi j'ai encore une de mes associées il y a 15 jours qui a déplaqué, qui a enlevé la blouse, qui est partie, elle va devenir agricultrice aujourd'hui, et 2 autres collègues sur le secteur où je travaillais il y a encore peu, qui arrêtent le métier parce qu'elles ne s'y retrouvent plus, il n'y a plus aucun sens, elles ne savent pas comment faire avec les patients pour continuer à faire ce qu'elles considèrent un bon travail, pour répondre à leurs vrais besoins en santé, et elles décident de retourner travailler en EHPAD. Ça, c'est très nouveau. Et donc, agricultrice. Agricultrice. J'espère qu'elle ne travaille pas avec... Elle m'a envoyé une photo avant-hier, elle est en train de faire naître des petits poussins pour, je suppose, développer un poulailler. Donc ce ne sont pas des vaches, parce elle qu'avec prend soin des poussins, voilà. Patrick. Patrick, il adore la capitation, Patrick. Non, il n'y a pas de système parfait, bien sûr. Il n'y a pas de système parfait. Il y a une multiplicité de systèmes. Je crois que Marguerite l'a dit. Il y a quand même de grands échecs, le NHS. C'est vrai que l'étude allemande est quand même assez aussi intéressante. Et qu'il faut aussi se dire, priorisons aussi la qualité de prise en charge des patients et la qualité de vie aussi des professionnels. C'est important, ils nous l'ont dit, ils nous le demandent. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les études que globalement, les professionnels travaillent quand même un peu moins en ce qui concerne le temps médical. Alors maintenant, c'est la finalité. Pour un médecin ou pour un professionnel soignant, la finalité, c'est de faire quoi ? Prendre en charge un patient de façon avec une qualité, au travers d'une expertise qui est demandée quand même par tous nos concitoyens dans leur prise en charge. Et bien entendu, à un moment, il faut de l'évaluation. Et je crois qu'il nous a manqué quand même beaucoup d'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit notre système est à bout de souffle. Alors que fait-on ? Dans une enveloppe contrainte, et on l'a vu lors de la négociation conventionnelle, l'enveloppe est contrainte, et on peut le comprendre d'ailleurs. Après, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on met comme qualité à l'intérieur ? Et au travers de la qualité, eh bien, quelles sont nos marges de manœuvre ? Et je pense qu'on en rediscutera, mais il y a des marges de manœuvre importantes. On l'a proposé d'ailleurs. Il y a 15 items avec des objectifs. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin en disant, nous prenons de grands objectifs comme l'insuffisance cardiaque ou le diabète. On sait
les dépenses dans ces deux domaines, eh bien, on peut mieux faire dans la prise en charge des patients. On va avoir une enveloppe nécessairement qui va nous permettre de, à la fois, peut-être combler un tout petit peu le déficit de la sécurité sociale, si on peut y arriver, mais surtout réinvestir dans la santé et dans la rémunération de l'ensemble des professionnels. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. C'est aussi demander un engagement des professionnels. En fait, on paye de la même façon qu'il y a 20 ans. D'accord ? Et pourtant, les choses ont quand même évolué. Attendez, vous êtes content de la manière dont on gère la nomenclature en France ? Vous êtes content ? On est en train de revoir... Oui, enfin, mais moi, attendez. attendez. Non. Mais attendez. Et alors ? Vous pensez que la capitation va changer grand-chose ? C'est pas le sujet. Non. C'est pas le sujet. Donc, C'est pas le sujet. à un moment, je pense qu'il faut trouver des marges de manœuvre, et notamment des marges de manœuvre financières, pour pouvoir mieux... Et au travers de la qualité, vous-même vous l'avez dit, au travers de la qualité, eh bien, je pense qu'à un moment, on fera des économies. On part de 20%, 30%. Vous savez mesurer la qualité ? Oui, c'est la non-qualité. Donc, non, je pense qu'à un moment, nous avons des éléments pour faire mieux. Et je pense qu'il faut les porter. Et il faut s'engager à les porter. C'est ça qui est important. Marguerite, est-ce qu'on pourrait imaginer de rémunérer un professionnel de santé en fonction de son âge, pourquoi pas, de sa formation, du temps de pratique, de consultation, en fonction. Est-ce qu'on a des critères qu'on pourrait définir pour rémunérer un professionnel à son juste niveau ? En fait, on rémunère la prise en charge d'un patient. Et donc là, ce qu'on a signé dans la convention médicale pour un médecin traitant, donc le médecin généraliste, il aura une consultation à 30 €. Et en fait, on a introduit de la capitation, puisque par ailleurs, le médecin généraliste qui a une fonction de médecin traitant, il a une rémunération au titre de sa fonction de médecin traitant. Et cette rémunération, elle est conditionnée à plusieurs critères. Est-ce que le patient est en situation de précarité ou pas ? Est-ce qu'il a une ALD ? Quel est son âge ? Et où est-ce qu'il en est de son parcours de prévention ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien réalisé ses dépistages du diabète, des maladies cardiovasculaires et associées, des cancers, etc. Donc, en fait, la rémunération du patient, ce n'est pas tellement le professionnel en tant que tel. Est-ce qu'il est, entre deux médecins généralistes, est-ce qu'il faut mieux rémunérer, je pense que c'est un peu le sens de ta question, un médecin généraliste qui a de l'expérience ou pas. Nous, notre sujet, c'est le patient et la bonne prise en charge du patient. Et donc, en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que ce débat, on l'a depuis 20 ans, est-ce qu'il faut du tarif, de la capitation, du forfait, les deux la réalité, c'est qu'il faut un peu de tout et que notre système aujourd'hui, il fait déjà un peu ça. Et la convention telle qu'on l'a signée, elle permet d'avoir un bon équilibre entre, d'une part, une tarification à l'acte qui est importante dans un système où on a insuffisamment de ressources médicales, parce qu'il faut une forme de productivité, et de l'autre côté, une rémunération qui vienne forfaitaire, qui soit calibrée selon la lourdeur du patient et qui vienne rémunérer ce que le médecin fait pour ce patient et qui n'est pas compris dans l'acte, c'est-à-dire la coordination avec les autres professionnels de santé, le fait de s'occuper de son dossier, le fait de passer plus de temps avec lui pour faire de la prévention, etc. Donc, en fait, ces deux systèmes, ils existent déjà. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Patrick. Là, et vraiment, je pense que c'est ça le sujet le plus important sur la rémunération des professionnels de santé. Je suis tout à fait d'accord, et c'est rare. Normalement, on s'engueule, mais là, aujourd'hui, on est d'accord. Attention, c'est enregistré. La grande question aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de débats sur quel type de financement, etc. La question, c'est, et c'était ta première question, est-ce qu'on doit mieux rémunérer les soignants ? La réponse est oui, on doit mieux rémunérer les soignants. Dans une organisation normale, la répartition entre travail et capital, c'est 2/3 en France, c'est ça. Dans le système de santé, on est loin de ces 2/3, 1/3. Et donc, on voit bien qu'il y a une question qui est celle de la répartition de la valeur entre la rémunération des soignants, c'est-à-dire comment on valorise le métier de soignant, cette fonction-là, par rapport à tout, j'allais dire, l'à côté, c'est-à-dire le médicament, les arrêts de travail, etc. Et donc, c'est là où je reviens aussi sur ce qu'a dit Patrick, si vous regardez les arrêts de travail, donc c'est un peu le sujet qui est à la mode en ce moment.
Les arrêts de travail, c'est une enveloppe de 17 milliards d'euros qui augmente là cette année de 8%. De 8%. 8% sur 17 milliards d'euros, ça veut dire qu'en plus de la base de 17 milliards d'euros, on va se prendre 1,3 milliard d'euros en plus. Et je pense que tous les gens avec qui j'ai négocié dans cette salle, des professionnels de santé, ils savent à peu près ce que ça représente 1,3 milliard d'euros. Et donc à la fois on se dit, c'est de la faute de personne, et c'est vrai que c'est multifactoriel, c'est très compliqué les arrêts de travail, parce qu'il y a la moitié qui s'explique pour des raisons démographiques et pour des raisons d'augmentation du salaire, et puis il y a la moitié qu'on n'explique pas. Donc on peut tous se dire, en fait, c'est pas notre faute, c'est la société, etc. Et en fait, on peut aussi tous se dire, on a une responsabilité. Nous, l'assurance maladie, c'est pas normal qu'un patient qui est depuis 12 mois en arrêt de travail, eh ben, il n'ait pas été appelé, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe, si c'est un sujet avec son employeur, etc. Les prescripteurs, certains ont des prescriptions atypiques, il faut qu'on comprenne pourquoi. Il y a des patients qui s'arrêtent pour des mauvaises raisons. Et puis surtout, il y a un acteur central aujourd'hui qui est insuffisamment contrôlé et on va essayer de beaucoup pousser ça avec l'assurance maladie, c'est les employeurs. Les employeurs aujourd'hui, ils ont des taux d'absentéisme qui sont très importants avec des très fortes disparités. Vous prenez 2 hypermarchés qui sont à côté. Vous avez un hypermarché qui a 25% d'absentéisme en plus que l'autre. Quand on va le voir, il n'a évidemment pas conscience d'avoir un taux d'absentéisme qui est supérieur à celui de son voisin. La réalité, c'est que s'il a un absentéisme aussi élevé, c'est certainement parce qu'il y a un peu de maltraitance au travail, des méthodes de management qui ne sont pas bonnes, etc. Et donc, l'étape d'après, c'est est-ce qu'on fait comme pour la branche accident du travail, maladie professionnelle, le fait de responsabiliser aussi financièrement les employeurs sur les arrêts de travail. Je dis ça, il y a les arrêts de travail, mais aussi les médicaments. Je veux dire, on a un tendanciel à 7%, c'est totalement dingue. On a la plupart des médicaments onéreux qui nous coûtent très cher. Ils ont des biosimilaires qui coûtent 30% moins cher et qui sont très peu prescrits. En ophtalmologie, les 2 premières molécules, elles nous coûtent 700 millions. Elles ont un biosimilaire qui n'est absolument jamais prescrit. Donc, on a collectivement un effort à faire pour que le curseur, moi j'aimerais bien qu'on se dise, on met moins d'argent dans la prescription des médecins, dans le matériel. Faire des économies qui permettraient de mieux rémunérer les médecins. En fait, il faut qu'on remette la valeur là où est la valeur. Et la valeur, ce sont les professionnels. Réintégrer ces économies dans la santé. La valeur du système de santé, ce sont les professionnels de santé. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrive à tirer cette valeur-là, j'allais dire, un peu du capital vers le travail. Alors, je vais quand même appeler Marie Benck. Bonjour Marie Benck. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes généraliste et vous travaillez chez Oui, tout à fait. Et vous travaillez chez Ipsos Santé. Racontez-nous ce que fait Ipsos Santé. Et surtout, votre mode de rémunération, surtout. C'est quand même le sujet de la table ronde. Oui. Ipsos Santé, c'est un réseau de maisons de santé présent sur Paris et Lyon. Et effectivement, je suis parmi vous aujourd'hui parce que ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on teste un système de rémunération au forfait des médecins de 4 de nos sites, donc des médecins généralistes comme moi, dont je fais partie, pour les patients dont ils sont médecins traitants. On va toucher un forfait mensuellement qui va varier en fonction de la complexité du patient, donc sur des critères médicaux, mais aussi sociaux, psychologiques. En fait, on pousse le forfait patient tel médecin traitant qu'évoquait Madame Cazzi au maximum, en fait, pour aller vers la capitation, uniquement pour les patients dont on est médecin traitant. Donc, on reste à l'acte pour les autres patients qu'on verrait peut-être ponctuellement. Donc vous réservez le paiement à l'acte pour les urgences, par exemple, ou pour... Voilà, exactement. Et puis quelques actes très techniques, voilà, si on fait des points de suture, ou je sais pas, des actes techniques. Ouais. Et vous êtes obligatoirement médecin référent ? Vous êtes tous des médecins généralistes référents, d'accord ? On est tous médecins généralistes et donc l'expérimentation s'appelle médecin traitant renforcé parce qu'on est des médecins, j'allais dire, augmentés. On est des médecins entourés par une équipe avec des assistants médicaux. On a recruté dans le cadre de l'expérimentation des IPA qui sont sur 3 sites sur 4. C'est difficile de trouver des IPA.
donc qui nous aide pour la prise en charge des personnes dépendantes à domicile, des patients avec des maladies chroniques. On a recruté une coordinatrice sociale qui nous aide aussi pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale. Et puis avant le développement de mon soutien psy, nous on avait mis en place en fait des partenariats avec certains psychologues qu'on pouvait rémunérer pour les patients chez qui les consultations chez le psychologue étaient compliquées financièrement. Et donc ce qu'on peut dire là maintenant après 4 ans d'expérimentation, c'est que nous on trouve que ça marche quoi. Les patients sont contents, les professionnels de santé sont contents, le système est économiquement viable aussi pour les structures qui l'expérimentent. Est-ce que vous gagnez mieux que si vous étiez est-ce que vous gagnez mieux que si vous étiez à l'acte à 100%? Vous avez un retour? Oui. Ouais, les médecins généralistes là gagnent en moyenne plus que ce qu'ils gagnaient à l'acte avant revalorisation, donc avec une consultation à 25 €. D'accord. On sait que Paris est peut-être le premier désert médical au niveau des généralistes. Oui, ouais. Oui. Après, honnêtement, il y a des endroits qui sont plus à plaindre que Paris quand même. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je suis à Paris. Je sais que j'ai pas mal de correspondants généralistes qui refusent de nouveaux patients. Est-ce que dans votre cas, dans vos centres, vous refusez beaucoup de patients? Effectivement, pour les cabinets les plus anciens, parce que après, il y a des créations de cabinets, donc forcément, on atteint un plateau, mais pour les cabinets les plus anciens, on va se concentrer à accepter que les gens vraiment du quartier, les personnes âgées qui ne vont pas pouvoir se déplacer, effectivement, les enfants qui vont naître à proximité, mais on va limiter à un périmètre un peu géographique, quoi. Donc, oui. Et non, je voulais rajouter que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait c'est important de rémunérer à la juste valeur les professionnels de santé et que finalement il y a peut-être des économies à faire derrière sur les prescriptions, etc. Quand on attend, nous, les évaluations de l'expérimentation, mais quand on regarde, en tout cas, dans les relevés RIAP des médecins participants, en moyenne, il y a moins 30% de prescriptions, moins 30% d'IJ, et si on regarde les sommes que ça représente, alors c'est sûr que sur ces relevés-là, il y a plein de biais, hein, c'est l'intérêt d'une évaluation plus de meilleure qualité, mais quand on regarde les sommes que ça représente, c'est la rémunération moyenne d'un médecin généraliste en fait, hein, donc c'est pas anodin. Marguerite, l'assurance maladie suit ça de ces expériences de près? Oui, bien sûr, elle sera évaluée d'ici la fin de l'année. Et donc, il y a, après l'évaluation, alors vous avez déjà eu une évaluation parler de mon évaluation positive. Justement, avant de vous laisser la parole, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'article 51 ? Alors l'article 51, je ne sais pas si Franck Van Lennep est dans la salle, il faut que je le fasse bien, sinon je vais me faire taper sur les doigts. L'article 51, c'est la possibilité, d'obtenir des financements dérogatoires pour des modèles innovants qui ne rentraient pas dans nos tuyaux de financement. Autrement dit, vous êtes dans un territoire et l'assurance maladie, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle branche des tuyaux, elle sait rémunérer certaines choses à l'acte, etc. Et puis tout d'un coup, vous avez une structure un peu innovante en addictologie, qui font des choses un peu différentes. Et là, en fait, les canaux normaux de financement de l'assurance maladie, ils ne fonctionnent pas. Et donc, l'objectif de l'article 51, normalement, ces projets-là, c'est des projets qui sont financés au niveau territorial. Donc, c'est l'ARS souvent qui finance avec du FIR. Sauf qu'au bout de 3 ans, l'ARS, elle n'a pas vocation à financer éternellement des projets. Et donc, l'avantage de l'article 51, c'est qu'on les met tout de suite, ces projets-là, en condition de pouvoir se généraliser. Et donc, à mesure qu'on les évalue et qu'on les accompagne, l'assurance maladie, elle regarde comment, si jamais cette évaluation était positive, elle pourrait elle-même brancher les tuyaux pour que ça marche. Et en fait, moi, ce que je trouve très intéressant avec l'article 51, c'est surtout, ça montre qu'il y a des grappes de besoins. Donc, dans les grappes de besoins qu'on a vu apparaître dans les articles 51, il y a beaucoup de choses sur la rémunération forfaitaire des professionnels de santé. Il y a beaucoup de choses qui font apparaître des interventions de professionnels qui sont aujourd'hui non remboursés par l'assurance maladie. Donc évidemment, il fallait un article 51. Donc quand vous avez besoin d'APA, d'activité physique adaptée, vous passez par un article 51. Les psychomotriciens, les ergothérapeutes, dans la plupart des cas, ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Et donc, il faut un article 51. Pareil pour les... Ce financement peut perdurer dans le temps ? Oui, c'est-à-dire qu'une fois que l'innovation est évaluée positivement, elle rentre dans le droit commun. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de se dire, en fait, quand vous avez
30 expérimentations sur l'autisme parce qu'on a insuffisamment de prise en charge de psychothérapeutes, de prise en charge qui ne sont pas normalement dans le droit commun. La question pour nous, c'est de dire est-ce qu'à un moment donné, on ne les fait pas rentrer dans le droit commun. Et donc, il y a une question de l'évaluation et de la généralisation de l'expérimentation en tant que telle. Et puis après, ça repose la question pour nous, les pouvoirs publics, de dire finalement l'APA, si tous les projets article 51 contiennent de l'APA, c'est à un moment donné qu'il y a un besoin sur le territoire de rembourser de l'APA pour les patients qui ont des pathologies chroniques. Alors, parlez-nous de votre tarification un peu innovante, votre mode de tarification innovante. Alors, du coup, Marguerite vient d'expliquer donc, quel était le cadrage, je dirais, de l'article 51. Donc, effectivement, ça nous permet à nous, professionnels de santé de terrain, d'innover sur un modèle organisationnel, mais pas que. C'est aussi proposer une modalité économique innovante. Donc nous avons créé une association qui a pour raison d'être de repenser avec un A, c'est un peu le thème de Cham cette année, mais nous on l'a mis avec un A au petit clin d'œil des soignants, repenser la santé par l'humain. On s'inspire pour ça d'un modèle qui vient des Pays-Bas, nos homologues hollandais, qui s'appelle Buurtzorg, peut-être certains d'entre vous ici dans la salle connaissent. Donc nous, Équilibre, en fait, aujourd'hui, c'est 4 années d'expérimentation. On a démarré en 2019, et c'est une innovation pour les soins de ville, donc qui s'adresse aux infirmiers libéraux. On a pu expérimenter pendant 4 ans sur 3 régions en France, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Occitanie. Donc c'est aujourd'hui un peu plus de 250 infirmiers libéraux qui ont pu tester le modèle, un peu plus de 27 000 patients inclus dans l'expérimentation et pour un peu plus d'1 million de rendez-vous donnés durant cette innovation. Aujourd'hui, on est, comme l'a dit Marguerite, c'est un cadrage très, très précis, l'article 51. L'évaluation, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui est fondamental. Et d'ailleurs, nos homologues hollandais, c'est un des piliers finalement de leur système, évaluer, auto-évaluer en permanence ce qu'on fait. Et je pense personnellement, puisque je l'ai vécu pendant de nombreuses années sur le terrain, que nous manquons cruellement d'évaluation aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet, mais j'en profite pour le préciser. J'imagine rêver même à la création d'un observatoire du soin à domicile qui n'existe absolument pas aujourd'hui. Voilà, pourquoi pas. Alors concrètement, que proposez-vous alors ? Concrètement, comment êtes-vous rémunéré l'expérimentation, l'innovation repose sur 3 piliers. Les infirmiers prennent en soin les infirmiers dans leur globalité, avec vraiment une approche centrée sur la personne, de manière globale et holistique, en visant le plus possible l'autonomie. C'est-à-dire qu'un infirmier, très concrètement, va arriver chez un patient, tout de suite, il va regarder, avec l'aidant, qui est toujours là aussi présent, de quoi est capable le patient et surtout chercher à faire formaliser, évoquer par le patient quel est son vrai besoin en santé, pour vraiment répondre le plus justement aux besoins. C'est une approche un peu holistique ? Complètement holistique. Donc en visant cette autonomie, 2e pilier, restaurée ou maintenue. Et pour tout ça, le 3e pilier, en fait, c'est de permettre aux infirmiers de travailler en équipe. Et c'est là qu'on est innovant sur le modèle organisationnel, inspiré de la Hollande, puisqu'on accompagne les infirmiers, c'est un métier très isolé dans la pratique, l'infirmier libéral, ils travaillent en équipe auto-organisée. Donc tout ça, je suis bien placée pour savoir que ça ne va pas de soi. On ne se lève pas un matin en se disant il y a 5 plaques sur un mur dans un cabinet, on est une équipe. D'ailleurs, j'ai eu une expérience à ce sujet en tant que cadre pédagogique auprès des étudiants infirmiers qui aujourd'hui arrêtent la formation, qui même diplômés n'exerceront jamais le métier parce qu'ils ne se retrouvent pas finalement entre ce qu'on leur apprend à l'école et ce qu'ils retrouvent sur le terrain. Donc ça donne aussi de l'attractivité au métier, de l'espoir aux infirmiers. Donc une fois qu'on accompagne les infirmiers à travailler en équipe, le levier, je dirais, le soutien qu'on a choisi, le moyen qu'on a choisi pour ça, pour soutenir ces 3 piliers, c'est de proposer aux infirmiers de facturer les soins au temps passé face aux patients sur la base d'un tarif horaire qui, au final, est facturé à la minute. Alors tout ça, ça fait quoi ? Ça fait des infirmiers qui se sentent en sécurité, qui savent qu'ils peuvent exercer l'entièreté de leur champ de compétences, être reconnus et valorisés pour ça. Ça fait des infirmiers heureux, et si on a des infirmiers heureux, reconnus, à qui on fait confiance, qui peuvent exercer l'entièreté de leur champ de compétences. On parlait encore de la perte de sens hier, c'est un lien avec un des sujets de Cham cette année. La première cause de perte de sens des infirmiers aujourd'hui, c'est le non-exercice de l'entièreté de leur champ de compétences, notamment celui du rôle propre. Si les infirmiers sont heureux et bien dans leur travail, moi j'ai des infirmiers aujourd'hui qui me disent « moi je peux vieillir désormais heureux dans mon métier », alors qu'ils voulaient enlever la blouse il y a encore peu. Les patients seront heureux, les aidants aussi, et tout ça c'est gagnant-gagnant pour un système qui aussi fera des économies. Jean, très bonne idée, non ? Oui, excellente, et comme est excellente l'expérience dont on a entendu parler. Donc,
Donc enfin, en France, je pense que les choses bougent. Mais voilà, je suis heureux de savoir que l'assurance maladie s'occupe de tout, qu'il n'y a pas de 10 milliards de déficit, que les médecins sont payés comme il faut. Je suis heureux d'apprendre que vous trouvez normal qu'un chirurgien qui fait une hystérectomie soit payé en secteur 1 à 320 €, alors que pour une hystérectomie de chatte, le vétérinaire est payé 450 €. Enfin, je trouve que vous êtes... Enfin, d'un autre côté, on met pas sur notre fiche de paye On peut vous aider à allonger la liste, hein. Il y a plein de trucs. Voilà. Donc, si vous voulez, soyons sérieux une minute. Je crois que oui. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Je pense qu'il faut effectivement être sérieux, c'est un vieux serpent de mer. Et donc, ça fait 20 ans qu'on en parle. Alors, moi, aujourd'hui, je pense qu'à un moment, il faut redescendre sur le terrain. Et la grande révolution, elle n'est pas pour demain. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai entendu hier, notamment hier soir. D'accord ? Donc, on va essayer d'être pragmatique et de se dire comment on essaie d'avancer. Moi, j'ai un principe. Je pense qu'aujourd'hui, les patients, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent de l'expertise, d'accord ? Ils demandent de l'efficience au travers de la pertinence, et ça, il faut le porter. Et puis, ils demandent de l'évaluation. Et moi, j'ai toujours demandé d'ailleurs de l'évaluation à tout ce que l'on a porté dans la Convention et ce que demain, nous allons porter. S'il y a des choses qui ne marchent pas, on les balaye. D'accord ? Ce n'est pas le principe en France. Et puis, un phénomène d'engagement de l'ensemble des professionnels. Aujourd'hui, il y a eu une grande révolution. On s'occupe... On vit plus longtemps, d'accord ? La maladie chronique est là. Le cancer est là. Maintenant, le cancer, avant, moi, quand j'ai commencé, vous aviez un cancer 1 an et demi plus tard, vous n'étiez plus là. Donc maintenant, on fait du suivi. Donc on a une responsabilité qui est une responsabilité au travers de la société. On a une responsabilité territoriale, je pense qu'il faut la pousser, mais il y a aussi un principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que si je suis payé à l'acte, eh ben, je produis et donc je réponds. Pourquoi ? Parce qu'on a, me semble-t-il, en France, un problème d'accessibilité aux soins. Moi, j'aimerais demander à toutes ces expériences d'article 51 que je loue. Il n'y a pas de problème. Je crois que c'est bien et c'est bien d'essayer d'avancer. Mais est-ce qu'on répond mieux à l'accès aux soins ? Oui. Donc, c'est ça que... Alors, attendons les évaluations. Elles sont faites. Est-ce que dans certaines structures, on voit plus de patients ? En tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la population dit on a des problèmes d'accessibilité. Donc je vais essayer de répondre. Il y a des problèmes structurels. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes structurels. Mais donc ces problèmes structurels, il faut plutôt les approcher de façon... Pas structurelle. Si, mais d'y aller de façon assez linéaire et de convaincre le terrain. Parce que le plus difficile, c'est le frein. Est-ce que je peux juste rebondir très rapidement, si je vois que le temps file. Après, bien sûr. Oui, il y a une accessibilité qui est différente pour les patients. Pourquoi ? Parce que, notamment dans la nomenclature infirmière, il y a plus de 100 actes. Des très rémunérateurs, des peu rémunérateurs. Il y a forcément un tri de patients qui est opéré. Dans équilibre, tarif horaire, tous les patients ont la même valeur. Il n'y a plus aucun tri de patients, donc ça donne de l'accès aux soins, effectivement. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de la qualité de vie au travail qui a explosé pour les infirmiers, la satisfaction des patients qui est extraordinaire à plus de 9,5 sur 10. Par le travail et les économies. Nous, en un an, c'est 9 millions d'économies, 9 millions d'euros d'économies pour l'assurance maladie. À l'échelle de la France, c'est des milliards d'euros. Hein. Quand on parle d'évaluation indirectement, c'est aussi la formation médicale continue en rapport avec cette évaluation. Oui, mais après là, c'est vraiment des évaluations sur des modèles très innovants. Et donc, pour vous rassurer, au-delà des évaluations qui ont été conduites sur les articles 51, dans la Convention, on a aussi signé le fait que des médecins volontaires qui veulent se mettre entièrement à la capitation, ils peuvent le faire. Donc aujourd'hui, de manière pragmatique, et je reprends le mot de Patrick, en fait, on a plein de modes d'exercice qui sont possibles. Je pense qu'on en a besoin parce que
les professionnels de santé, ils n'ont pas tous les mêmes aspirations. Et donc, il faut qu'ils puissent trouver une forme de travail dans laquelle ils s'épanouissent. Et on n'est pas tous pareils. Et donc, certains préfèrent passer plus de temps avec leurs patients, des patients précaires, d'autres faire des actes qui sont plus difficiles techniquement, etc. Donc, j'allais dire, il en faut pour tout le monde. Nous, en face, on a des énormes besoins de soins. Donc, de toute façon, il faut qu'on arrive à avoir un maximum de la valeur qui soit remis sur la rémunération des professionnels de santé. C'est pour ça qu'il faut effectivement de la pertinence. Et je termine là-dessus. Je pense qu'à la fin, la vraie réforme structurelle, on peut remettre à plat 50 fois les tarifications, les nomenclatures, les trucs, etc. C'est pas ça qui change la vie du patient. C'est-à-dire, ce qui va changer la vie du patient, c'est qu'on arrive à leur proposer un médecin traitant qui ait accès à du soin de premier recours et qu'on arrive à faire ce virage de la prévention. La prévention, vous en avez parlé hier, c'est plein de facteurs, c'est la nutrition, etc. Mais nous, acteurs de santé, on a effectivement un rôle à jouer sur le dépistage, le diagnostic des pathologies chroniques où, en fait, on est incident à 1/3 à l'hôpital, c'est trop tard, le cancer, on n'est pas bon. Et donc ça, c'est notre objectif sur les prochaines années. Exactement, et porter quand même notre attention sur le handicap, la précarité et la vulnérabilité. Je n'ai pas dit que sur certains groupes de pathologies, le handicap, la santé mentale, l'onco, on va à des Donc peut-être qu'en conclusion, c'est un sujet de société, la santé mentale. Peut-être qu'en conclusion, on pourrait imaginer Guy Valencien l'année prochaine, CHAM 2025, en visio comme ministre de la Santé. Bonne idée. Moi, je paye. Juste, j'ai envie de dire, pour que les choses soient très claires, c'est que nous, on propose une alternative à ce qui existe. On n'impose pas un modèle. Les infirmiers choisiront à l'arrivée. Merci beaucoup. Merci à vous.